Oui. On va commencer. Bienvenue. Bonjour à tous. Je vais vous présenter une session donc, sur le continuous deployment, donc sur une solution de déploiement continu qu'on a mis en place sur un projet qui s'appelle Fasterize. Les principales briques techniques que je vais vous montrer sont Rackspace, Chef et Capistrano. Avant de commencer, je vais vous dire qui je suis. Donc, je m'appelle Bertrand Paquet et je suis architecte chez Octo Technologies. Et je m'occupe, je fais beaucoup de missions autour de DevOps, du déploiement, de l'infrastructure. Mais j'ai aussi, dans une vie intérieure, fait plein de Java avant. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est pas du Java. Avant de commencer, je vais vous faire quelques rappels sur DevOps, même si vous en avez eu pas mal, puisqu'il y a eu pas mal de sessions sur le sujet, notamment ce matin. Qui était à la session des 5 mercenaires ce matin? Oui, d'accord, donc vous êtes déjà bien sensibilisés. Bon, et là, je peux pas passer au slide suivant. Ok. Super. On va la jouer autrement. Voilà. Là, ça marche. Donc, je vais vous parler de déploiement. Donc, je parle du déploiement d'une application. Donc, c'est-à-dire à partir du moment où on prend le code source qui est quelque part et jusqu'au moment où il est en production. Ce déploiement, il y a 4 grandes parties sur ce déploiement. La première, c'est celle que vous connaissez le mieux, c'est la partie déploiement applicatif. Donc, je prends mon WAR et puis je le mets dans un Tomcat. Mais pour que ça marche, il y a 3 autres parties. Il y a un système, donc un système d'exploitation avec un serveur d'app et tout un tas de configurations. Il y a une infrastructure, du réseau, des nœuds, des load balancers et un tas d'autres choses, et du monitoring et de la supervision pour s'assurer que tout ça, ça marche. Donc là, je vais vous parler d'un système de déploiement qui couvre les 4 parties et pas seulement la partie applicative. D'ailleurs, je vais plus vous parler du système, de l'infrastructure et du monitoring et de la supervision que de l'applicatif. Historiquement, comment ça se passe chez pas mal de monde? On a 2 équipes pour gérer ça. Donc, on a les développeurs qui vont construire une application pour des ops qui vont la déployer. Donc là, je vous ai mis les ops qui font des autoroutes et les développeurs qui construisent des voitures. C'est assez schématique, mais en fait, on n'est pas très loin de la réalité, parce que les ops et les devs, c'est des personnes qui ont des langages différents, qui ont des objectifs différents, qui ont des outils différents, et qui ont des cycles de vie différents. Donc, c'est des gens qui ont beaucoup de mal à se parler. Donc, ces frictions, ça pose beaucoup de problèmes, notamment depuis qu'on veut faire du déploiement rapide, c'est-à-dire pouvoir déployer tous les mois ou toutes les semaines. Donc, ça pose de plus en plus de problèmes. Donc, afin de traiter cette friction entre les développeurs, il y a un modèle qui a émergé et qui explose depuis quelques années, c'est le modèle PaaS, Platform as a Service, par exemple Heroku. Afin de réduire les frictions entre les devs et les ops, on a normalisé complètement l'interface entre les devs et les ops. Donc les ops se mettent à disposition des rails et les devs créent des trains pour les faire rouler dessus. Donc ça se passe très très bien parce que comme l'interface est très normalisée, il y a beaucoup moins de friction. Par contre, si on prend l'exemple d'Heroku, si on veut sortir un peu de l'architecture standard préconisée par Heroku, on peut pas. Donc par exemple, faire rouler un vélo sur des rails, ça va être assez compliqué. Donc le temps qu'on a une architecture qui est bien pour le PaaS, tout va bien, c'est une très bonne solution. Sauf que dans la vraie vie, on a souvent des besoins qui sortent un peu du besoin du PaaS. C'est un peu de là qu'est venue la philosophie DevOps, poussée notamment par Amazon avec You Build It, You Run It. C'est-à-dire qu'on va faire une seule équipe qui va faire à la fois le boulot du dev et des ops, c'est-à-dire construire à la route et les voitures. Dans la vraie vie, c'est loin d'être aussi simple. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais c'est quand même assez complexe parce que mine de rien, le boulot des ops, il est compliqué. Alors pourquoi est-ce que c'est si compliqué que ça? La première raison, c'est la complexité des stacks techniques. Là, je vous ai mis le brick que j'utilise souvent. Vous voyez la quantité. Il va falloir mettre tout ça ensemble et faire en sorte que ça marche. C'est très loin d'être simple. Donc là, vous avez des fournisseurs de cloud, vous avez des distributions Linux, vous avez des outils de monitoring, vous avez des serveurs d'app, vous avez des caches, vous avez des bases de données, vous avez des serveurs web. Il y a de tout. Il va falloir mettre tout ça ensemble pour que ça fonctionne. C'est pas simple. Un autre point, c'est qu'on va pas vous demander une seule plateforme, on va vous en demander 4, 5, 6. Par exemple, une pour faire l'intégration, une pour faire la pré-prod, une pour faire la production, une pour la QA, une pour l'intégration avec je sais pas quel autre service. Donc vous allez devoir mettre à disposition plein de plateformes.
On va vous demander que ça aille vite, c'est-à-dire que quand il y a un nouvel environnement, on ne veut pas attendre 6 mois que les machines soient livrées et que ça soit là. Il faut que l'environnement il soit provisionné dans la semaine. On va vous demander quelque chose qui est automatique, c'est-à-dire on veut un clic-bouton, c'est-à-dire je veux une nouvelle machine, je veux un nouvel environnement, boum, ça marche. On va vous demander quelque chose qui est supervisé, parce qu'on ne veut pas faire la supervision à part, il faut que quand on déploie, ça soit directement supervisé. Un des problèmes qu'il y a actuellement, c'est que pour faire ça, des outils, il y en a beaucoup. Ils se recouvrent les uns entre les autres. Il y en a des nouveaux qui sortent quasiment chaque semaine. Donc choisir les bons outils pour faire ça, c'est un sujet qui est très complexe. Ceci étant dit, donc revenons à notre cas pratique. Donc le cas dont je vais vous parler, c'est Fasterize. Alors Fasterize, c'est quoi? Fasterize, c'est une start-up dont le boulot, c'est de faire de l'optimisation de pages web à la volée. C'est-à-dire que c'est une plateforme qui se met en coupure entre les serveurs web et les navigateurs des clients et qui va optimiser les pages. C'est-à-dire que ça va concaténer les CSS automatiquement, ça va les minifier, ça va passer les images en chargement asynchrone, ça va faire un certain nombre d'optimisations sur le HTML. La stack technique pour ça, vous voyez tout ce qu'il y a. J'ai enlevé pas mal d'éléments par rapport à la slide d'avant, mais il en reste encore pas mal. Donc en vrac, il y a du Node.js, il y a du 0MQ. On veut être multi-cloud, c'est-à-dire qu'on veut pouvoir déployer ça à la fois sur Amazon EC2, on veut pouvoir déployer ça sur un cloud OpenStack, donc un cloud privé. On veut pouvoir déployer ça sur Rackspace. Vous avez du monitoring avec Munin, Splunk. Vous avez des bases de données, MySQL, du Mongo. Vous avez des load balancers avec HAProxy. Vous avez un peu de Java, du Nginx. Donc vous avez toute cette stack-là à déployer. Donc le système que je vais vous montrer prend en charge la totalité de ce cas-là. Quand on m'a demandé de faire le système de déploiement, voilà les contraintes qu'on m'a données. On veut quelque chose qui soit automatisé. On veut un déploiement total, c'est-à-dire applicatif, système, infra et monitoring. On veut un déploiement qui soit multi-cloud, c'est-à-dire si on change de fournisseur de cloud, on veut pouvoir le faire facilement. Et on veut un truc qui soit rapide. Autant vous dire que c'est un peu compliqué. Donc pour faire ça, j'ai dû choisir un certain nombre d'outils. Là, j'ai que 30 minutes, donc je vais absolument pas pouvoir tout vous présenter. Donc les deux outils principaux qu'on a utilisés, c'est Chef et Capistrano. À côté de ça, on avait Fog et Jenkins. Fog, c'est un outil pour abstraire la partie cloud, donc qui permet d'être multi-cloud relativement facilement. Et Jenkins, j'imagine que vous connaissez tous, c'est le moteur d'intégration continue. Donc ça me sert pour faire la partie automatisation, c'est-à-dire que toutes les commandes que je vais taper tout à l'heure en ligne de commande, je peux les lancer dans Jenkins, ça fait exactement la même chose. Donc les deux outils principaux qu'on a utilisés, c'est Chef et Capistrano. Il y a des gens qui les utilisent? Chef et Capistrano? D'accord, ok. Donc, Chef, qu'est-ce que c'est? Chef, c'est un outil qui va permettre de configurer un serveur. Donc, on prend un serveur vide, on prend un certain nombre de recettes Chef. Donc là, je vous en ai mis 4, MySQL, Apache 2, PHP 5, et puis des clés SSH pour que les admins puissent se connecter sur le serveur. On met les recettes sur le serveur, on lance Chef, et Chef va configurer tout ce qu'il faut sur le serveur à partir des recettes. Et à la fin, on va avoir un serveur qui va être configuré complètement. Donc ce matin, Arnaud a parlé de Puppet, c'est quasiment la même chose que Puppet avec moins de limitations. Bon, c'est pas le débat ici. Je vous explique rapidement le pourquoi. En fait, Puppet, c'est un langage déclaratif avec un DSL dont on ne peut pas sortir. Chef, tout est écrit en Ruby. Donc on peut écrire du code Ruby au milieu des recettes Chef sans aucun problème. Donc on peut faire un peu ce qu'on veut. Donc c'est une des principales différences qu'il y a entre Chef et Puppet. Alors le deuxième outil, c'est Capistrano. Capistrano, je l'utilise vraiment comme une boîte à outils. C'est vraiment mon lanceur dans lequel je vais implémenter tout le mécanisme de déploiement. Il a essentiellement 3 rôles. Le premier rôle qu'il a, c'est qu'il me fait du parallèle SSH. C'est-à-dire que depuis mon Mac, je vais taper une commande qui, par exemple, cap Apache 2 restart, il va se connecter sur tous les nœuds et il va lancer la commande /etc initd Apache 2 restart sur tous les nœuds en parallèle. Donc c'est vraiment un moteur qui va me permettre de faire du parallèle SSH sur tous les nœuds. La deuxième utilisation de Capistrano, c'est pour faire du déploiement applicatif. C'est ce pourquoi Capistrano avait été conçu à l'origine pour déployer des applis Rails. Donc pour ça, c'est un peu le même principe. On tape cap deploy. Capistrano va se connecter en SSH sur tous les nœuds. Il va aller chercher le code source sur un repo de source qui peut être du GitHub.
il va mettre les fichiers là où il faut au bon endroit et il va redémarrer le serveur d'application. Donc ça me sert pour déployer le code applicatif. Et enfin, le troisième rôle de Capistrano, c'est de faire du scripting. C'est écrit en Ruby, donc on peut faire tout et n'importe quoi avec. Donc par exemple, j'ai fait une commande cap node create qui se connecte sur EC2 et qui demande la création d'un nœud. Donc on se sert vraiment de cap comme lanceur de commande pour écrire du Ruby et pour piloter tout et n'importe quoi. Donc chef qui me permet de configurer les machines et Capistrano qui a 3 rôles, parallèle SSH, déploiement applicatif et scripting. Donc j'ai beaucoup parlé, maintenant on va faire une démonstration. Donc j'ai prévu ces 5 étapes. Donc la première, je vais vous montrer le contenu d'un environnement, ensuite je vais passer chef, ensuite je vais déployer du code applicatif, ensuite je vais créer un nœud et je vais activer le nœud pour qu'il soit actif dans la topologie. Alors... il y a déjà la réponse. Alors, donc là, je suis sur mon Mac, je passe par le Wi-Fi, donc je suis sur le vrai environnement d'intégration, donc il peut se passer des trucs. Hein. Il y a des gens qui bossent dessus, j'espère qu'il n'y aura pas d'interférence, mais on va voir. Tout à l'heure, on va déployer en prod, carrément. Donc là, je vais taper cap intégration show. Capistrano, il va récupérer la topologie, c'est-à-dire la liste des nœuds dans l'environnement. Ensuite, il va se connecter sur tous les nœuds en parallèle et il va récupérer un certain nombre d'informations sur les machines, l'état du monitoring, la version de chef et la version des applications qui sont déployées. Donc là, il a récupéré la liste des machines. Là, il est en train de se connecter sur toutes les machines et voilà, il m'affiche le résultat. Donc vous voyez que dans l'environnement d'intégration, on a 15 nœuds, on a 15 machines. On a 2 machines de cache, 2 DNS, 2 front, un serveur Mongo, du monitoring, un proxy, test web, worker 02. Il m'affiche les kernels qui sont utilisés sur toutes les machines, c'est les mêmes, c'est une bonne nouvelle. La taille des machines, ça correspond à la quantité de RAM qu'il y a, c'est un peu équivalent au T1 micro ou M1 large sur Amazon, mais comme là on est sur Rackspace, c'est pas les mêmes dénominations. Monit, c'est l'état du monitoring sur les machines. Donc on a un certain nombre de checks sur chaque machine qui vérifient que tout marche bien. Vous voyez que sur les caches, on en a 9, alors que sur les proxys, on en a 10. Donc là, toutes les machines sont ouvertes, donc tout va bien. Les colonnes suivantes, c'est les hashcode git des applicatifs qui sont déployés. Donc la première, c'est chef, donc ça veut dire que la dernière fois qu'on a passé chef, c'est ce hashcode git qui a été déployé là. Les suivantes, c'est les différents modules applicatifs qu'on a. Donc ça me dit quelles versions sont en cours d'exécution. Au niveau du monitoring, je peux vous montrer. Voilà, une autre vision des choses, c'est ça. Donc on utilise mmonit pour agréger les résultats, on voit tous nos nœuds. Vous voyez, on a le même genre d'infos que je vous ai montré tout à l'heure dans la console, c'est-à-dire que tous les services sont accessibles. Par exemple, je vous en montre un. Vous voyez, on monitore les ressources système, RAM, CPU, on monitore le SSH, que ça tourne, un serveur de mail, NTP, Nginx, du Node.js, là c'est un serveur qui a du Node.js, mmonit, donc ce système-là, et 2-3 trucs sur le file system. Ah, il ne veut pas me rendre mon terminal. Bon. Je le remets en mode... La deuxième commande que je vais vous montrer, c'est pour lancer chef sur toute la plateforme. Donc là, on va réutiliser Capistrano qui va aller nous recharger la liste des nœuds. Et une fois qu'on aura la liste des nœuds, on va se connecter sur toutes les machines pour lancer chef. Donc on lance chef en mode chef solo, c'est-à-dire en local sur chaque machine. On va aller chercher toutes les recettes chef qu'il faut sur GitHub en utilisant un hashcode pareil. Donc allons-y. Donc là, on refait pareil sur les 16 machines. Là, ça va aller très vite en fait parce que les machines sont déjà configurées et qu'il n'y a pas de mise à jour à faire. Quand tout à l'heure, on va créer un nœud from scratch, vous allez voir, ça prend beaucoup plus de temps parce qu'il faut qu'il installe tout le package applicatif dont il a besoin. La topologie qui est là, c'est un simple fichier qui est hébergé sur le cloud qui contient la liste des nœuds avec le nom des nœuds et les IP. On aurait pu le stocker dans Git ou le mettre ailleurs, mais comme c'est un fichier qui évolue dynamiquement dans le temps quand on ajoute un nœud, on a préféré le mettre sur le cloud, comme ça au moins on a un repo unique
hautement disponible, patati patata, pour stocker cette fameuse liste de nœuds. Voilà, donc vous voyez que ça défile pendant un certain temps. Vous voyez ici service are monitored. C'est un des points qui est assez compliqué en fait. Quand on passe chef, il faut commencer par couper le monitoring pour pouvoir le relancer après. Sinon, si on fait de la réinstallation, de la reconfiguration de service au milieu, on peut envoyer des alertes sur le monitoring, alors qu'en fait, il n'y a pas lieu de le faire. Donc voilà, ça a pris 35 secondes. On a reconfiguré les 15 machines et on a repassé chef totalement sur les 15 machines. J'ai des collègues qui bossent avec Puppet, ils m'ont dit que c'était super rapide. Moi, je sais pas, je peux pas juger. Donc là, on est allé sur GitHub pour aller chercher toutes les recettes chef dont on a besoin. Elles sont vraiment stockées à un endroit unique et on va les chercher à la demande quand on en a besoin. L'exemple suivant, c'est de déployer du code applicatif. Donc là, on va pas faire ça parce que c'est pas rigolo. On va le faire sur la prod. Donc voilà. Donc www.fasterice.com. Donc c'est le site corporate de Fasterice. C'est une application Rails. On va la déployer pour la mettre à jour. Décidément, il veut pas. Donc, l'environnement de prod, il s'appelle DC1. Oups. Donc là, on va demander le déploiement de l'application qui s'appelle Web. Automatiquement, lui, sur tous les nœuds qui composent DC1, il sait quels sont les nœuds qui ont le rôle Web et donc qui hébergent l'application Web, et il va lancer les commandes qui vont bien uniquement sur le nœud Web. Alors pour la petite histoire, quand on a fait ça sur Rackspace, on avait beaucoup trop de latence réseau entre les nœuds. Donc on a dû abandonner le cloud public. Et DC1, c'est un environnement physique. C'est des machines chez Online. Donc vous voyez que ça soit du cloud sur Rackspace ou des machines physiques, on utilise exactement les mêmes scripts, ça se passe de la même façon. Voilà, donc là, il a refait le checkout du code sur GitHub, et là, il est en train de redémarrer le serveur d'application. Vous constatez qu'on a exactement la même problématique que quand on passe chef, on coupe le monitoring avant et on le relance après. Voilà. Donc comme c'est pas du Java, il n'y a pas d'interruption de service pour les utilisateurs. Enfin, je dis ça, je dis rien. Par contre, là, vous constatez que Unicorn a recompilé tout le Ruby, donc ça a pris un peu de temps au chargement. Mais on n'a pas perdu de requêtes normalement. Donc voilà pour de l'applicatif. Il reste combien de temps là ? Il reste 13 minutes. Je vais vous en faire un autre, décidément, c'est infernal. Là, par contre, je vais retourner sur l'intégration. Donc là, je vais vous faire la même chose, mais sur du Node.js. Donc là, c'est des workers qui contiennent des applications Node.js, donc qui font les optimisations, par exemple la concaténation CSS, la compression des images, tout ce genre de choses. Ils vont chercher les jobs via 0MQ dans une file de messages. Donc là, on va faire exactement la même chose, on va redéployer l'applicatif. Sur l'environnement d'intégration, il y a 2 workers, donc là, on va faire le déploiement applicatif sur les 2 workers simultanément. Vous voyez, là, je sais pas où on voit, voilà, ici, là, il le fait sur worker 01 intégration et sur worker 02 intégration. Tac, 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 voilà, donc là, il a terminé le déploiement et il a redémarré Node. Voilà, on attend que le monitoring revienne. Je peux pas faire. Voilà. Si on avait été sur le monitoring, on aurait vu que les services passent en Node monitored le temps que ça le fasse, et ensuite ils reviennent à la normale. Ensuite, alors je vais taper la commande d'abord parce que ça prend des plombes. Donc je vais vous expliquer après ce que ça fait. Je ne sais plus ce que c'est d'ailleurs. Manager de .new, voilà. Ça prend à peu près, quand je l'ai fait hier, ça prend 3 minutes. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va vouloir ajouter un nœud de front. C'est-à-dire qu'on va créer un nouveau nœud from scratch à partir d'une image qui est prévue et qui ne contient aucun applicatif, et on va passer chef dessus. Donc la première chose qui se passe, c'est cette flèche-là, c'est-à-dire que Capistrano, il se connecte sur Rackspace et il demande la création d'une nouvelle machine. C'est ce qu'il y a actuellement. Création param, create new server front 03, intégration on Rackspace. Donc là, ça y est, Rackspace a créé la machine, on attend qu'elle boot et qu'elle soit accessible par SSH. La deuxième chose qui va se passer, c'est qu'on va se connecter sur la topologie et on va la modifier pour ajouter le nouveau nœud dans la topologie. Et enfin, la troisième chose, dès que la machine sera disponible, on se connecte dessus et on va lancer chef. Vous allez voir que là, ça va être beaucoup plus long parce qu'il va falloir installer toute la stack applicative. Donc, ça, contrairement à tout à l'heure où c'était quasiment instantané, là, ça va prendre un peu plus de temps. Dans ce temps-là, je vais vous expliquer un peu l'architecture. Donc, en tête, on a un load balancer. Tout le monde sait ce que c'est qu'un load balancer ou... Ok. Donc, oui, non, non, oui.
Donc le load balancer frontal, il va répartir le trafic entre les deux nœuds front qui existent déjà, front 01 et front 02, et ces deux nœuds reload balance le trafic sur l'étage du dessous qui est un étage de cache. Donc ce qu'on est en train de faire là, c'est qu'on crée un nouveau nœud front 03. Donc une fois qu'on aura déployé le code applicatif dessus, c'est bien, mais il va falloir reconfigurer le load balancer au-dessus pour l'informer que le nœud front 03 est là et lui envoyer du trafic. Donc par défaut, ce qu'on fait, c'est qu'on crée le nœud en mode désactivé. C'est-à-dire qu'il n'est pas intégré dans le load balancer, il va être en mode inactif. Ça c'est très utile pour pouvoir faire des mises à jour système, c'est-à-dire qu'on peut sortir un nœud de la topologie, il prendra plus de trafic, on peut par exemple faire un apt-get, des distopgrade pour mettre à jour le système, et ensuite le réintégrer dans la topologie. Donc une fois que la commande sera terminée, le nœud sera en mode inactif, et il faudra l'activer, ce qui est le dernier élément de la démo. Donc là, il est en train de passer chef sur l'environnement. En fait, quand on ajoute un nœud, il faut reconfigurer un certain nombre de choses sur l'environnement. Je vous passe les détails. Parce que surtout qu'en plus, on l'a changé hier, donc c'est devenu encore plus compliqué. Et donc, dès qu'il va avoir fini de reconfigurer l'environnement, on va voir, il va se connecter sur le nouveau nœud pour lancer chef dessus. Ça y est, là, il a terminé. Les nœuds sont en train d'acquitter. Donc, notamment les serveurs DNS, pour qu'ils connaissent le nouveau nœud et qu'ils acceptent les requêtes entrantes, on est obligé de se connecter dessus pour les reconfigurer. Ça y est. Donc là, on se connecte sur le nouveau nœud qui s'appelle front03-intégration.fstrz.net. Vous remarquez qu'en passant, on allait configurer les DNS et qu'on a des alias DNS utilisables directement. Tout est fait à la volée dynamiquement. Là, on a check-outé les recettes chef et voilà, ça y est, là, on est en train de passer chef. Donc là, ici, c'est connu. Enfin, je vais pas tout. Si je vous explique tout, on va partir dans des détails pas possibles. Voilà, ça avait pris 3 minutes. Ouais, je voulais mettre une petite musique d'ascenseur pour faire patienter, mais voilà. Allez, tu peux le faire. Donc là, sur ces nœuds-là, c'est relativement simple. Il n'y a qu'un HA proxy qu'il faut configurer comme il faut. Donc la stack n'est pas très compliquée. Ça va relativement vite. Sur les nœuds avec de l'applicatif, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Notamment sur les nœuds Ruby où il faut recompiler Ruby. C'est un peu plus pénible. Ça y est, on y est presque. On va préparer la suite. Là, je vais refaire un cap intégration chaud pour vous montrer l'état de l'environnement dès qu'il aura terminé. Donc on va voir que le nœud, il est là. Par contre, il va apparaître en jaune puisqu'il a été désactivé. Il n'a pas été intégré dans les load balancers. En attendant, voilà. Donc ça, c'est l'interface de Rackspace, du clou de Rackspace. C'est quasiment pareil au que C2. La grosse différence, c'est qu'il n'y a que 3 services, c'est-à-dire un équivalent de S3, un équivalent de C2, donc le compute, et des load balancers. Donc si là, on va sur le load balancer d'intégration, on va voir qu'il n'y a que les deux nœuds. Donc c'est front 01 et front 02. Front 03 n'y est pas actuellement. Donc là, c'est terminé. On peut retourner sur le balancer. Front 03 n'y est toujours pas. Donc pour l'instant, la machine, elle est là, mais elle sert absolument à rien. Donc, oula. Donc là, on va lui redemander l'état de l'environnement. Il vaut mieux le faire avant pour vérifier l'état du monitoring, pour vérifier que tout s'est déployé comme il faut. Même si vous allez voir, ça va être fait automatiquement derrière. Je suis désolé, c'est un peu lent, c'est qu'il faut établir des tunnels SSH, machin, enfin je vous passe les détails. Après, si vous voulez discuter des détails, je suis dispo après, on peut faire un truc s'il y a des gens intéressés. Voilà, donc front 03, il est là. Vous voyez que le monitoring, il répond OK, mais que le nœud, il est en désactivé, ici. Donc là, le nœud est ready, on va pouvoir l'intégrer dans le cluster. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? On tape la commande, celle-là. Cette commande va se connecter sur le nœud, elle va vérifier que le monitoring est ouvert. Si oui, elle se connecte sur la topologie pour, dans la topologie, le passer de inactif à actif. Et au final, elle se connecte sur le load balancer pour l'ajouter sur le load balancer. Manager de point et de point enable. Voilà, donc là, il se connecte sur la machine. Vous allez voir passer le monitoring. OK, 7 sur 7. Donc la machine est opérationnelle. On peut se connecter. Activate node. Done. Voilà. On peut aller voir sur notre console Rackspace. Vous voyez que là, le nœud est apparu. Il est actif.
si on fait disable, je vous laisse deviner ce que ça fait. On va voir que le nœud va passer en mode draining, donc c'est-à-dire qu'il va être sorti plus ou moins, pas plus ou moins, il va être sorti du load balancer pour qu'on puisse faire des opérations de maintenance dessus. Voilà, il me reste 6 minutes, je vais me permettre de conclure. On va le laisser se terminer quand même. Voilà. On retourne ici. Voilà, là il est en draining, vous voyez. Il a changé d'état, il est en draining. C'est un peu bugué là cette partie sur Rackspace, ça marche mieux sur EC2. Donc on a fait ça, ça fonctionne sur Rackspace, sur EC2 et sur OpenStack. Donc c'est pas encore très sec côté OpenStack, mais ça marche quand même bien. Et on a effectivement quelque chose qui est multi-cloud. Oh là là, je sais pas ce qui se passe, mais c'est l'enfer. Donc, so what? Donc, qu'est-ce que vous devez retenir de cette session? On a fait un truc qui nous permet de faire un déploiement d'un environnement complet chaque nuit. Donc, toutes les nuits, en fait, on n'en fait pas un, on en fait 3, on en fait 2 sur EC2 et 1 sur Rackspace. On reconstruit les 15 nœuds, on déploie tout l'applicatif et on passe des tests de non-régression fonctionnels sur l'ensemble de la plateforme. Donc ça nous fait la non-régression totale sur à la fois l'applicatif, le fonctionnel et le déploiement. Donc toutes les nuits, ça passe et ça redéploie tout. Ça passe par un Jenkins. Donc vous voyez là, vous avez tous les jobs nightly qui toutes les nuits vont construire les nœuds. Voilà. C'est ceux-là qui sont déclenchés toutes les nuits et qui vont tout construire. Le deuxième bénéfice qu'on a, c'est qu'on ne fait plus d'intervention manuelle. C'est rarissime qu'on aille en SSH sur les machines, ça n'arrive quasiment plus. Quand on y va, en général, c'est pour faire du développement ou pour améliorer les recettes chef ou le scripting, mais on va plus sur les machines. Notamment sur la production, on se connecte quasiment jamais en SSH dessus. Comme on a un système qui est entièrement automatisé, faire des évolutions d'architecture, c'est beaucoup plus facile. Là, on va probablement supprimer les étages de front et les étages de cache pour faire ça autrement. C'est pas un chantier qui va être énorme. On va pouvoir faire évoluer notre archi relativement facilement puisque tout est automatisé. On tue les nœuds, on en recrée d'autres. Et donc, ça permet de faire évoluer notre architecture très facilement. On a une élasticité plus facile. Vous avez vu la facilité qu'on a pour ajouter des nœuds. Donc, c'est pas élastique dans le sens où ça va s'auto-reconfigurer, mais pour ajouter des nœuds, il y a 4-5 commandes à taper, puis pouf, les nœuds sont là. Alors combien ça a coûté? Donc la mise en place totale du déploiement, ça m'a pris à peu près 40 jours hommes. Sur les 40 jours hommes, il y a une dizaine de jours qui a été pris pour faire la glue entre Cap et Capistrano et Fogg pour faire en sorte que tout ça cause ensemble. Ensuite, il y a eu 15 jours qui ont été consacrés à tout ce qui est déploiement de la stack technique. Donc Node.js, Rails, HAProxy, toute la configuration. Et les 15 derniers jours pour mettre au point tout ça et faire la mise au point finale de tout ça. Parce que ça a quand même pris un certain temps. Là, vous voyez des commandes super abouties, vous tapez, ça marche, mais ça a quand même été assez compliqué. On est super content de l'investissement. Notamment la non-régression la nuit, c'est quelque chose qui nous permet d'être vachement serein quand on veut faire des déploiements ou des mises en prod. Tout est automatique, ça marche du feu de Dieu. Voilà, si vous devez retenir un seul truc, c'est que ça marche. Il y a plein d'outils. Foncez, faites. Voilà, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Si vous voulez approfondir sur comment ça marche, on peut aller dans une autre salle en bas et que je vous montre un peu plus en détail. Si vous voulez voir du chef, du Capistrano, un peu comment ça marche vraiment, on peut se mettre en bas. Donc il y a suffisamment de personnes de motivées. Il y a des gens qui sont motivés? Ok, on va descendre dans une salle en bas, mais s'il y a des questions maintenant, je peux les prendre. Il reste 2 minutes. Oui. Alors, sur le débat chef-serveur contre chef solo, on a pris le parti de prendre chef solo. Pourquoi? En fait, dans chef-serveur, on va stocker 2 choses qui sont la topologie et la configuration des environnements. La topologie et la configuration, c'est les éléments dont on a besoin d'avoir ailleurs. Par exemple, quand on va, les applicatifs, ils ont besoin d'accéder à ça. Chef serveur, c'est pas quelque chose qui est conçu nativement pour exposer de la donnée, donc ça nous plaisait pas trop. La deuxième chose, c'est qu'il y a pas mal de trucs qui marchent pas très bien dans chef serveur, c'est-à-dire que quand on supprime les nœuds, il faut aller les supprimer à la main dans l'IHM. Enfin, j'étais pas super content de l'interfaçage final de chef serveur, donc de l'appli web. Et le dernier élément, c'est la gestion du versionning.
peut-être que j'ai mal utilisé Chef Server, mais je suis vachement plus à l'aise avec toutes mes recettes chef qui sont versionnées dans Git avec des tags qu'avec le versionning des recettes qu'on peut faire dans Chef, mais qui n'est pas super pratique à utiliser. Ensuite, utiliser Chef Solo, c'est vraiment facile. Il suffit de faire un Git clone et Chef Solo, et ça marche, ça fait l'équivalent du Chef Server. Mais on aurait pu effectivement passer par un Chef Server. Ça répond à la question? Oui. Quelle est la partie qui est livrée dans les outils et combien de choses à développer? Dans l'écosystème Chef, vous allez trouver plein de recettes sur Internet, c'est-à-dire pour déployer tout et n'importe quoi. J'ai pris le parti pour la plupart de les refaire parce qu'en fait, quand on prend les recettes, on va récupérer 2 tonnes de trucs. Par exemple, je ne sais pas si vous avez vu, quand on passe Chef, je ne sais pas si vous... Ah non, là, je ne sais pas, même pas... Vous allez voir. Voilà, là vous avez une erreur ici, missing gem MySQL. Pourquoi? Parce que c'est pas moi qui ai fait l'installation de MySQL, mais la personne qui a fait l'installation de MySQL a repris une recette chef MySQL sur Internet. Elle fait cette erreur-là, alors qu'en fait, pour faire la recette, il y avait une seule ligne à écrire. Vous voyez, on a pris cette recette toute faite sur Internet, et on a ce genre de problème-là. Donc moi, je suis pas super serein avec aller chercher tout sur Internet, et le reprend, c'est pas si compliqué que sa propre recette. Mais bon. Au niveau de... Parce que j'imagine que la question, c'était aussi sur tout ce qui est Capistrano, et intégration avec Chef, là il y a pas mal de glue à faire. Je ne vais pas vous dire que ça se fait en 5 secondes, il y a pas mal de glue à faire. Par contre, je suis en train d'en open sourcer une partie, donc toute la partie Chef, je vais l'open sourcer. La partie glue Capistrano, j'aimerais bien aussi, parce qu'en fait, après ce projet-là, j'en ai fait un deuxième où j'ai refait exactement la même chose, un peu différemment, mais le même genre de choses. Et donc, je voudrais open sourcer une partie de la glue entre Capistrano et Chef. Bon, bah c'est fini. Merci beaucoup.